Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, page 32-34. Marguerite Yourcenar fut en 1980 la première femme élue à l'Académie française. Pétrie d'humanisme et de culture classique, elle est l'auteure du roman Les Mémoires d'Adrien, qui furent écrits sur plus de 25 ans. Ce roman fut commencé entre 1924 et finalement publié en 1951. L'œuvre relate les souvenirs de l'empereur romain Adrien qui a régné de 76 à 138 après Jésus-Christ. Il s'agit à la fois d'un roman historique et d'une biographie fictive. C'est un récit faussement autobiographique d'un personnage historique à la manière d'un roman épistolaire. Ces mémoires sont en fait constituées d'une longue lettre adressée à Marc Aurèle, le futur empereur de Rome, alors âgé de 17 ans. Parvenu à la fin de sa vie, Adrien narre son ascension jusqu'aux plus hautes sphères de l'Empire. Le livre se compose de 6 chapitres dont les titres sont en latin et renvoient à des périodes de la vie de l'empereur. Yourcenar fait partie de l'école du nouveau roman. À la seconde moitié du XXe siècle, ce mouvement remet en cause l'unité psychologique des personnages. C'est le cas dans les Mémoires d'Adrien, où l'auteur imagine l'état d'esprit de l'empereur lors de ses derniers instants de vie. Adrien est donc le héros du roman, mais il en est également le narrateur, puisqu'il raconte ses mémoires. À l'article de la mort, il opère un retour sur sa vie. L'extrait étudié constitue la dernière partie de l'incipit intitulé Anima vagula blandula, ce qui correspond en français à Petit homme vagabond des collines, qui présente un empereur vieillissant et malade, faisant le bilan de sa vie et revenant sur ses goûts et sur ses principes de vie. Il présente son projet d'écriture comme le moyen d'accéder à la connaissance de soi. Ainsi peut-on par rétrospection s'observer et s'analyser soi-même comme un autre. Je vais donc procéder à la lecture de l'extrait qui commencera page 32. Quand je considère ma vie, je suis épouvantée de la trouver informe. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple. Elle va droit au but comme une flèche. Et la plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, parfois dans une vanterie ou dans une plainte, presque toujours dans une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Ma vie a des contours moins fermes. Comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être qu'il l'a défini, le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre. Amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort. Capable de crimes, mais point chargé de crimes. Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême ou leur héroïsme et de se tenir toute la vie. Ils sont nos pôles ou nos antipodes. J'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis jamais tenue. La vie m'en a toujours fait glisser. Et cependant, je ne puis pas non plus, comme un laboureur ou un portefaix vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Le paysage de mes jours semble se composer comme les régions de montagne, de matériaux divers entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature, déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Ça et là affleurent les granites de l'inévitable, partout les éboulements du hasard. Je m'efforce de reparcourir ma vie pour y retrouver un plan, y survivre à une veine de plomb ou d'or, ou l'écoulement d'une rivière souterraine. Mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. De temps en temps, une rencontre, un présage, une suite définie d'événements, je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part. Trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme me semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau. Je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent, puisqu'elle est ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes ou même dans la mienne propre. Puisque c'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable, et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Certains travaux qui durèrent peu sont assurément négligeables, mais des occupations qui s'étendirent sur toute la vie ne signifient pas davantage, par exemple. Il me semble à peine essentiel au moment où j'écris ceci d'avoir été empereur. Donc l'extrait se subdivise en 3 mouvements. Premièrement, sur une vie informe, quand je considère ma vie à une existence située au centre. Ensuite, pour le deuxième mouvement, on a un paysage composite, à partir de le paysage de mes jours jusqu'à une image reflétée sur l'eau. Et pour finir, le troisième mouvement, c'est le moi et mes actes, de je ne suis pas de ceux jusqu'à la fin de l'extrait.
Alors, pour donc le premier mouvement, une vie informe. L'empereur est doté d'une grande sagesse. Donc, dès le début de l'extrait, il dit: Quand je considère ma vie, je suis épouvanté de la trouver informe. C'est-à-dire que déjà, dès le début de l'extrait, il se met en position extérieure. Quand il considère sa vie, donc on a toujours la première personne, donc il parle de lui-même, mais on a l'impression qu'il prend une position d'observateur. Et cette position va lui permettre de pouvoir s'auto-analyser. Dans la citation, quand je considère ma vie, je suis épouvantée de la trouver en forme. L'existence des héros, celle qu'on nous raconte, est simple. Elle va droit au but comme une flèche. Donc, Adrien considère sa vie comme celle d'un homme simple. Il ne prétend pas avoir une existence tracée d'avance qui suivrait sa destinée dans un parcours homogène et admirable, comme celui qu'on pourrait voir d'un héros épique. Et la comparaison, elle va droit au but comme une flèche. En parlant de l'existence des héros, montre un décalage entre la vie tracée d'un héros comme Homère qui a un objectif et qui est fixé dessus, et celle d'un homme banal tel que se considère Adrien. Au final, à travers cette citation, il se retire de sa position d'empereur pour redevenir un homme comme les autres. Il ajoute: La plupart des hommes aiment à résumer leur vie dans une formule, dans une vanterie, une plainte ou une récrimination. Leur mémoire leur fabrique complaisamment une existence explicable et claire. Il juge les hommes qui ont besoin qui ont besoin de donner un sens à leur vie, que ce soit d'un caractère de vanterie ou alors d'un caractère plus mélancolique pour se plaindre. Leur mémoire ne retient que certains de leurs moments, et ils n'ont pas la capacité de faire une analyse sur eux-mêmes, alors que lui, et au contraire, ils veulent laisser leur trace sur Terre, une trace uniforme. Alors que lui, il se désintéresse de la gloire et de la renommée. Les grands hommes veulent perdurer dans la mémoire. L'empereur, lui, ne souhaite pas y trouver sa place. Il veut rester humble, au contraire. Et Adrien, bien qu'étant à la fin de sa vie un empereur renommé, respecté, menant en main de bataille, il ne se considère en rien comme un héros de guerre. Et sa vie a donc des contours moins fermes que les héros antiques. Comme il ajoute: comme il arrive souvent, c'est ce que je n'ai pas été, peut-être qu'il l'a défini avec le plus de justesse. Bon soldat, mais point grand homme de guerre, amateur d'art, mais point cet artiste que Néron crut être à sa mort, capable de crime, mais point chargé de crime. Avec le peut-être, on entre dans une phase d'hésitation de la part de l'empereur. Cette hésitation, justement, ne le transcende pas. Il tient à rester à sa position d'homme, et cette position est appuyée par le terme justesse, puisque en fait, pour se définir, il ne s'affirme pas, mais il utilise la négation. C'est ce que je n'ai pas été, peut-être qu'il l'a défini avec le plus de justesse. Donc cette opposition entre le juste et le négatif va permettre à Adrien de garder une place très humble. Ensuite, multiple et changeant, il s'est intéressé à tous les arts et à tous les domaines. C'est un homme de lettres, tout en étant un empereur. Enfin, il est lettré. Et donc il s'est intéressé à tous les arts et tous les domaines possibles de la connaissance. Il se distingue en cela de sa famille, qui se désintéressait de la culture et des affaires de l'Empire romain. Et lui voue à la civilisation et à la culture grecque une admiration sans limite, qui lui fait dire, malgré son statut, que c'est en langue grecque qu'il a pensé et vécu. Donc ce sont ses paroles à la page 46. La référence à l'empereur Néron souligne la magnanimité d'Adrien, qui se trouve à ses antipodes. Néron lui était un prédécesseur d'Adrien. Il était un despote cruel, notamment pour avoir assassiné sa mère et pour ses persécutions des chrétiens. Il est connu pour être un prince poète, chanteur et musicien. Il organisait de grandes célébrations pour continuer à accroître son ambition démesurée et sa soif de pouvoir. Donc il faisait vraiment preuve d'hubris.
Donc Adrien ajoute il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême où leur héroïsme est de tenir toute la vie. Ils sont nos pôles, nos antipodes. Donc il continue sa comparaison avec Néron, qui est ici considéré comme un grand empereur romain, donc un grand homme. Mais préférant le moyen terme, Adrien se garde bien de trancher entre un extrême ou un autre. Il refuse toujours d'adhérer totalement à un système. J'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenue, la vie m'en a toujours fait glisser. Et cependant, je ne suis pas non plus comme un laboureur ou un portefaix vertueux, me vanter d'une existence située au centre. Adrien ne se place pas en modèle à suivre ou à se détourner, il ne se voue pas à choisir une seule voie, mais il veut garder une largesse d'esprit et de position qui ont fait de lui un empereur à la fois pacificateur, mais sans refuser cependant la guerre lorsqu'elle a un moyen nécessaire pour la paix. C'est un philanthrope convaincu qui reste proche des simples hommes malgré sa déification. Donc il ne veut pas se positionner. Ensuite, on va passer au 2, un paysage composite. Donc Adrien métaphorise sa vie en un paysage volcanique. Donc avec le paysage de mes jours se compose de matériaux entassés pêle-mêle. J'y rencontre ma nature déjà composite, formée en partie égale d'instinct et de culture. Le corps et l'esprit sont étroitement liés chez lui, donc il ne favorise pas l'un au détriment de l'autre, et il les exerce tous les deux tout au long de sa vie. Ils s'entremêlent comme les pierres volcaniques refroidies après une éruption. Il ajoute ça et là affleurent les granits de l'inévitable par tous les éboulements du hasard. Il appuie son propos précédent en précisant qu'il est un homme, qu'il est comme chaque homme, victime de son destin et du hasard. Il ne contrôle pas sa vie. Il se positionne en tant qu'être vivant, un individu qui aussi entre les opportunités et les actes de la fortune, et sans rien y contrôler, mais tout en gardant une observation de ce qui se passe autour de lui. Il sait que sa vie est un mélange de positif et de négatif sans pouvoir y porter son propre désir. Il ajoute: je m'efforce de reparcourir ma vie pour y trouver un plan, y suivre une veine, un plomb ou d'or ou l'écoulement d'une rivière souterraine, mais ce plan tout factice n'est qu'un trompe-l'œil du souvenir. On a le préfixe re qui appuie la première partie, que la première partie de ses mémoires n'est pas rétrospective, mais il fait quand même un récit, il nous montre qu'il a eu une démarche réflexive à répétition. Il est à la fin de sa vie et il décrit ce qu'il ressent à ce moment précis. Il est conscient de sa fin proche et de la non-maîtrise de sa vie sans arriver à déterminer les moments qu'il ne contrôlait plus de son libre arbitre. Il nous confie à Marc que ses mémoires ne seront pas totalement fidèles à sa réalité, à la réalité de sa vie, comme pour signer un pacte autobiographique avec son lecteur. On est dans la réminiscence. Son histoire sera tirée de la mémoire d'un vieil homme fragilisé par la maladie. Ce n'est pas d'une fiabilité extrême. Ce passage est donc à double énonciation aussi, car il permet à l'auteur, donc Yourcenar, de jouer sur la fausseté des mémoires, qui ne sont qu'une fiction créée à partir d'une vraie trace écrite de l'empereur. On est donc face à une double imagination, mais en même temps, on est un peu à la recherche du temps, puisqu'il reparcourt sa vie pour y trouver des réponses ou alors une suite logique, mais il n'y arrivera pas. L'écoulement d'une rivière souterraine métaphorise l'écoulement de la vie et le temps qu'on ne peut pas rattraper. Il ajoute ensuite: de temps en temps, je crois reconnaître une fatalité, mais trop de routes ne mènent nulle part, trop de sommes ne s'additionnent pas. Je perçois bien dans cette diversité, dans ce désordre, la présence d'une personne, mais sa forme semble presque toujours tracée par la pression des circonstances. Ses traits se brouillent comme une image reflétée sur l'eau.
On a ici la continuité de la métaphore de l'eau, qui représente sa vie à lui, qui est victime du temps. Dans ses paroles, l'empereur représente un fait général en utilisant un présent de vérité générale. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et l'homme n'est pas maître de son destin. La vie de l'empereur a été rythmée par des circonstances extérieures qui l'ont atteint, notamment dans sa vie privée qu'il a eu du mal à maîtriser. Ce sont des révélations que fait l'empereur sur sa vie privée et non sur sa vie publique et qu'il fait à Marc. Donc il incarne ici le lecteur. Il n'est ici que le reflet de lui-même et il se regarde comme un autre. Il essaie de s'auto-analyser en prenant une position extérieure. Et il en conclut de sa propre expérience, l'expérience de l'autre, il en conclut un propos général qu'il va développer ensuite en séparant le moi de son moi-même, enfin le soi de son soi-même. Et donc on arrive à la partie 3, le moi et mes actes. Malgré la réalité qu'il ne nie pas. Alors le moi et mes actes, c'est entre guillemets, ce seraient les paroles d'Adrien. Malgré la réalité qu'il ne nie pas, il dépend de la fortune et Adrien ne se dédouane pas par ses actes pour autant. Il dit « Je ne suis pas de ceux qui disent que les actions ne leur ressemblent pas. Il faut bien qu'elles le fassent. Elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes ou même dans la mienne propre. » Dans ce passage, il passe d'un discours impersonnel à la première personne du singulier. Donc je ne suis pas de ceux qui disent que leurs actions ne leur ressemblent pas. Et il passe « Elles sont ma seule mesure et le seul moyen de me dessiner dans la mémoire des hommes et dans la mienne propre. » Donc il s'inclut dans cette redécouverte de lui-même et il ne se présente pas aux autres, enfin, il ne se présente pas qu'aux autres, mais il se représente à lui-même. Le souvenir d'un empereur perdure à travers ses actes. Se dessiner dans la mémoire des hommes signifie déjà qu'il aspire à être plus qu'un empereur qui a gouverné, mais d'être un homme avec tout ce qu'il caractérise. Et lorsqu'il ajoute dans ma mémoire propre, bien qu'étant à la fin de sa vie, il a besoin de se remémorer de ce qu'il a été dans sa globalité. Et il sait que les actions participent à construire un homme. Adrien est lucide et il relativise lorsqu'il fait une projection de lui-même. Il ajoute « C'est peut-être l'impossibilité de continuer à s'exprimer et à se modifier par l'action qui constitue la différence entre l'état de mort et celui de vivant », la page 103. Mais il y a entre moi et ces actes dont je suis fait un hiatus indéfinissable. Pour lui, il dit savoir la possibilité de s'améliorer et on a ici une recherche sur le soi à travers le temps. Un homme à l'aube de la mort peut tout aussi bien se sentir en vie car il sait que tant qu'il a la possibilité de s'exprimer et de continuer à aspirer à être meilleur, il vit encore. Et on a donc la prédominance de la première personne du singulier, donc avec le je, le moi, le moi-même. Et cette prédominance donne lieu à une double énonciation du personnage marrant tel qu'il a à ce moment précis, avec le personnage narré, le personnage qui cherche à travers ses actes. Donc en fait, on a un personnage qui va essayer de retrouver celui qu'il était tout au long de sa vie. Il opère donc une sorte de distanciation par rapport à lui-même. Et il ajoute donc comme pour se justifier à lui-même. Et la preuve, c'est que j'éprouve sans cesse le besoin de les peser, de les expliquer, d'en rendre compte à moi-même. Il tente donc de s'expliquer à lui-même qui il a été et qui il est à présent, à cet instant. Et il prend une distance nécessaire et se met en position d'observateur sur lui-même, comme si la personne qu'il était et celle qu'il regarde se sont dissociées. Bref, au long, certains actes sont négligeables. Par exemple, il semble à peine essentiel au moment où j'écris ceci d'avoir été empereur. Donc l'opposition entre bref ou long va finalement contrebalancer ce qu'il a cru être avec ce qu'il est vraiment. Et c'est avec cette position d'observateur qu'il va déceler ce qui a finalement compté pour lui. Même ses actes les plus prédominants, donc notamment ses actes de héros, ses combats, ne sont pas forcément ceux qu'il caractérise au mieux. On a à l'aube d'une nouvelle philosophie ici, la philosophie stoïcienne, où le personnage est capable de regarder en face la réalité telle qu'elle se présente avec un regard froid et rationnel, et ne pas
ne pas faire comme tous les autres et de rester bloqué dans une seule direction. Lui, au contraire, comment dire, il veut tenter de se dissocier à chaque fois de son moi pour devenir quelqu'un d'autre. Enfin, pour conclure, Adrien est un empereur lettré, poète et philosophe à la réputation pacifique. Il rompt avec la politique expansionniste et de son prédécesseur, s'attachant à pacifier et à structurer administrativement l'Empire, tout en consolidant des frontières parfois poreuses. Personnage historique dans cet ouvrage épistolaire fictif, il prend la parole en tant que personnage et énonce son histoire. Il fait le choix d'opérer un regard rationnel sur sa propre vie, en se détachant de son moi intérieur pour l'exposer à Marc, son principal lecteur. À l'aube du courant de la philosophie stoïcienne, il distingue les choses qui dépendent de nous, sur lesquelles nous devons nous concentrer, des choses qui dépendent de la fortune et de ce que nous devons accepter selon un principe de détachement. Ainsi, cela permet à l'empereur de se détacher de ses fonctions et de ce qu'il représente pour ne pas avoir à adhérer totalement à une manière de vivre ou à un système, mais trouve le moyen de se déplacer d'un extrême à l'autre à la manière d'un électron.